De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous parlerons d'agriculture urbaine et durable à travers le projet Molokoï initié par David Julius. Bonsoir Monsieur Julius. Bonsoir Harold. Comment allez-vous? Bien, merci vous-même. Très bien, merci. Alors, avant de présenter le projet, quoique, pour présenter le projet, on va directement regarder une bande-annonce que vous avez préparée justement pour expliquer votre démarche aux Guadeloupéens. On regarde. La Guadeloupe est située au cœur de l'arc antillais. Elle abrite une importante biodiversité au sein de ses divers écosystèmes terrestres et maritimes. Elle est classée parmi les zones présentant le taux de biodiversité le plus élevé au monde. Cette extraordinaire richesse est menacée par l'effondrement annoncé de la biodiversité au niveau mondial. L'agriculture industrielle a systématisé le recours aux intrants chimiques et à la mécanisation. Ces pratiques ont conduit à l'érosion et à l'appauvrissement des sols, au rejet massif de gaz à effet de serre et à une perte importante de biodiversité. Par ailleurs, les modèles scientifiques montrent que les impacts du changement climatique sur la biodiversité atteindront une ampleur inédite dans les décennies à venir. Autre enjeu de taille, celui du système agroalimentaire. La Guadeloupe importe de manière massive les produits de sa consommation courante. Parallèlement, la moitié de la population est en surpoids, un quart en obésité. Il existe une forte prévalence du diabète, de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension artérielle. 95% de la population antillaise sont par ailleurs affectés par la pollution à la chlordécone, résultant de l'usage de ce pesticide. Alors justement, dans cette bande-annonce, on parle de chlordécone et avant de décrire bien et de rentrer plus vivement dans le sujet, à savoir ce projet Molokoï, j'aimerais qu'on se penche sur la chlordécone, enfin le chlordécone, qui pose un très gros problème. Vous le soulignez, comme je le disais dans la bande-annonce. Le procès du chlordécone a débuté, enfin les auditions. S'il y a procès, on ne sait pas encore, mais les auditions dans l'affaire du chlordécone ont débuté la semaine dernière. Le tribunal semble vouloir faire état d'une prescription qui aurait lieu, puisque effectivement la plainte aurait été trop tardive, déposée en 2006, elle aurait dû l'être antérieurement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors déjà, ce qui me choque, c'est qu'on attend de 15 ans pour recevoir des plaignants. Je pense que c'est beaucoup trop long. Pour un sujet aussi grave, on aurait dû déjà recevoir les plaignants. Pour avoir une fin de non-recevoir, je trouve que c'est un manque de respect, pour les Guadeloupéens, un manque de respect pour la justice. Et on a de quoi s'étonner de cette façon de procéder. Est-ce que vous pensez qu'on prend la mesure de cette pollution, de cette contamination des sols? Chez nous, en Guadeloupe, alors je pense que la population doit davantage s'engager, doit davantage en faire entendre sa voix. Et il y a de nombreux collectifs, des associations, je pense à l'association Vivre, qui milite ardemment pour faire condamner les personnes en cause, et notamment l'État. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les Guadeloupéens doivent rejoindre des causes collectives pour pouvoir faire éclater la vérité. Donc vous faites partie de cette plainte qui a été déposée par l'association Vivre? Alors moi j'ai intégré l'association Vivre et effectivement je me suis engagé dans cette action collective où je crois plus de 2000 Guadeloupéens se sont inscrits pour pouvoir porter l'affaire en justice. Voilà. Une affaire qui avance petit à petit. C'est vrai que la justice est très lente. La justice est très lente et puis on n'a pas encore des pièces ont disparu. Donc là encore... Vous pensez qu'on aura justice? Clairement, est-ce qu'on aura justice sur ce dossier? Ou bien même si je suis un petit peu... j'ai quelques doutes, mais j'espère que... il faut, je pense de toute façon qu'il faut qu'il y ait une pression qui soit exercée et que de plus en plus de Guadeloupéens fassent entendre leur voix. Alors c'est peut-être un peu de poudre aux yeux, mais on a un nouveau plan chlordécone qui a été déclenché. Est-ce que vous pensez que c'est porteur pour les projets agricoles de demain? Alors, est-ce que c'est porteur? Bon, les terres sont polluées pour des centaines d'années. Mais on ne cherche pas de moyens de dépollution, c'est ce qui est assez paradoxal. Alors, il y a des recherches qui sont faites. Bon, il faut laisser un peu le temps à la recherche de faire ses preuves. Mais est-ce que ça va apporter des solutions? Bon, je suis un peu sceptique. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites.
lancer un nouveau plan chlordécone en invitant la population à se prononcer. Je ne sais pas si ça a été très pertinent, mais bon. La consultation vient de commencer. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de consultations, je ne pense pas. Mais bon. On verra bien. Mais bon, je pense il faut se mobiliser et puis il faut que la population soit davantage informée et surtout qu'elle s'accapare ce dossier. Alors on sait qu'il y a aussi un sous-jacent, il y a aussi un gros problème de foncier. Vous avez un projet dans l'agriculture, bon, pour pallier un petit peu à toutes ces problématiques, vous souhaitez finalement vous implanter dans la ville. Pas de problème de foncier, enfin un petit souci de foncier, mais pas de problème de chlordécone, c'est ça? Alors c'est vrai que la problématique de la chlordécone est mise en avant effectivement dans ce projet d'agriculture urbaine. Ce n'est pas la seule raison, elles sont multiples. Les raisons pour lesquelles Molokoï a souhaité lancer ce projet d'agriculture urbaine. Il y a plusieurs enjeux. Il y a tout d'abord un enjeu de santé publique, puisque la moitié de la population est en surpoids, un quart en obésité. Il y a un enjeu d'alimentation durable. On connaît les effets de l'agriculture intensive sur les écosystèmes, aussi sur le changement climatique. Et le projet également d'agriculture urbaine porté par Molokoï est un projet dimension sociale pour rapprocher le citoyen de la nature, de l'agriculture et lui permettre de consommer de manière saine et durable. Vous pensez que les gens sont concernés par l'alimentation saine et durable? On sait qu'il y a une petite tendance sur la préférence du consommé local en ce moment. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ancré la notion effectivement d'agriculture durable et de manger sainement? Alors, je crois que de plus en plus, les Guadeloupéens ont pris conscience de la nécessité de consommer ce qu'ils produisent. Les choses évoluent, les choses prennent du temps. J'ai en mémoire les événements de 2009 qui ont permis aux Guadeloupéens aussi de davantage consommer leur production locale. La période de confinement. Est-ce qu'on ne consomme pas justement quand on est contraint forcé? Je pense qu'il y a une vraie question de conscientisation. Je pense qu'il faut savoir que ce qui nous vient de l'extérieur n'est pas nécessairement ce qui nous convient, que ce qui vient de l'extérieur n'est pas produit de manière durable, que ne convient pas à notre régime alimentaire non plus, pour être en bonne santé. Je parlais de l'impact de l'enjeu sanitaire, mais il faut savoir aussi qu'il y a une forte prévalence de maladies chez nous, comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Et tout ça, c'est lié à notre régime alimentaire, qui est constitué de beaucoup de produits carnés, mais aussi de produits importés, qui ne correspondent pas à ce que nous devrions consommer et manger quotidiennement. Vous soulignez un énorme problème. Ce sont justement les protéines carnées, ce sont les viandes animales. A priori, on est en train de se rendre compte avec la recherche que c'est à l'origine de beaucoup de nouvelles maladies et que ça va engendrer beaucoup plus de maladies qu'avant, le fait de manger de la viande rouge particulièrement. C'est un dilemme quand même. De changer radicalement son alimentation comme ça. Alors c'est vrai que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ça nécessite une progression, les choses se font je dirais, par étapes, et c'est aussi la dynamique qu'on doit avoir quand on s'engage dans une transition écologique, c'est que le changement il faut l'enclencher dès maintenant, mais ce changement on comprend qu'il doit être aussi progressif. Concernant l'alimentation, c'est vrai que les nutritionnistes le disent, un régime alimentaire trop riche en produits carnés génère un certain nombre de maladies. Donc, l'hypertension. Et c'est vrai que pour nous, autour de ce jardin créole, nous souhaiterions y intégrer un restaurant végétarien, justement pour pouvoir permettre de consommer davantage de végétaux, tout simplement, et réduire notre consommation de produits carnés. Et le deuxième avantage au régime alimentaire végétarien, c'est qu'on connaît aussi l'impact de l'agriculture, l'élevage intensif, qui est responsable de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre.
Et puis il y a un troisième élément en fait qui nous a motivés à proposer ce restaurant végétarien, c'est les considérations d'éthique animale. Je pense qu'il est important de savoir, de réfléchir, d'être conscient de ce que nous consommons. Et les animaux sont des êtres vivants, tout comme nous. Nous sommes également, d'un point de vue zoologique, des animaux. Et donc c'est aussi un moyen d'éveiller les consciences par rapport à notre consommation. On vous dira que il faut réguler certaines populations animales au niveau planétaire, donc qu'il faudra les manger dans tous les cas. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans ces schémas-là, on est plutôt dans un schéma de production de masse. Et j'en viens à un autre sujet, c'est celui qui est d'actualité. Le Covid que nous vivons, c'est une zoonose et on en a eu d'autres qui est-ce qui est responsable? Ce sont les élevages intensifs où on a des animaux par milliers et qui sont en contact avec des virus et qui se les transmettent et qui au final finissent par arriver chez l'homme. Donc je pense que c'est tout un... Cette affaire de vache folle qui avait terrorisé la planète à un moment donné. Oui. Maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ouais, tout à fait. Mais en fait, je pense que toutes ces crises sont là pour nous interroger en fait sur nos modes de consommation, sur les modes de vie et réfléchir à ce que nous pourrions faire différemment. Alors, dans votre réflexion justement, vous avez abouti à ce projet Molokoï qui consiste en quoi concrètement? Alors, Molokoï, c'est un jardin créole, un jardin en milieu urbain qui vise à installer... Petite parenthèse, le projet Molokoï est développé en partenariat avec le MEDEF? Non. D'accord. Non, parce qu'ils ont leur projet sur 2030, c'est le jardin créole. Tout à fait. On ne sait jamais. Oui, non, il n'est pas développé en partenariat avec eux, mais c'est effectivement, je pense que c'est, alors si vous me permettez, petite parenthèse, en tout cas dans notre dynamique, nous pensons que la transition écologique, elle doit être engagée par tous les Guadeloupéens, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur appartenance syndicale. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, vers une Guadeloupe plus solidaire, une Guadeloupe plus tournée vers la durabilité, une Guadeloupe qui mesure davantage ses impacts au niveau de l'environnement. Voilà. On peut essayer de tendre vers ça, puisque les volontés semblent présentes. Après, il va peut-être manquer une politique. Il va manquer une politique publique. Est-ce que Molokoï vise aussi à influencer un peu les politiques pour leur montrer d'autres schémas de développement? Alors, nous sommes partisans d'influencer par le faire, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans cette voie. Donc, créer un jardin, pour revenir sur votre question précédente. Créer un jardin en utilisant des techniques agroécologiques, c'est-à-dire en limitant les intrants, sans produits chimiques, sans pesticides de synthèse, sans engrais chimiques. Un restaurant végétarien, ou du moins à dominante végétarienne. Avant de revenir au restaurant, sur les espèces, je crois que justement dans la bande-annonce, vous parlez d'espèces qui se reproduisent elles-mêmes. Donc vous voulez un circuit vertueux, enfin une... Alors, aujourd'hui, dans l'agriculture, on utilise beaucoup, dans l'agriculture intensive, on utilise beaucoup des variétés hybrides qui sont achetées auprès dans ce semencier et qui rendent l'agriculteur dépendant du semencier. Voilà. Donc l'idée pour nous, c'est d'utiliser des espèces reproductibles, c'est-à-dire que n'importe quel agriculteur, ou n'importe quel citoyen, n'importe quel kidam peut obtenir la même variété en utilisant les mêmes semences. Voilà. On n'est pas obligé d'une année à l'autre, d'une récolte à l'autre.
tout individu peut récupérer une tomate avec des graines et puis pouvoir les semer et il aura les mêmes tomates. Est-ce qu'on n'est pas verrouillé justement sur le marché des semenciers? Dans tous les cas, on est obligé de se fournir chez eux. Je crois qu'on n'a pas le droit d'aller sur des circuits. Alors, je crois que la loi est en train d'évoluer, mais c'est vrai que les semenciers je dirais, ont cadré. La mise, hein. Oui. Clairement, hein. Mais il faut aussi, je pense que vis-à-vis de ces pratiques-là, il faut aussi dire que non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et que on ne peut pas dépendre de grandes multinationales et mettre en jeu notre sécurité alimentaire. Non, c'est pas. Je pense que c'est un sujet qu'il va falloir, je dirais, très rapidement mettre sur la table. Pour ça, parce que sans semences, pas d'exploitation. Voilà, c'est très simple. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, et peut-être les téléspectateurs aussi. Par exemple, maintenant on achète des tomates. On aura des tomates cerises. Maintenant, c'est la taille standard, visiblement. Même si vous achetez un pied de tomate normal, vous aurez des tomates cerises. Et je crois que ça fait aussi partie du business des semenciers qui vous empêche, en fait, de répliquer une plante à l'infini. C'est quand même incroyable. Ce sont des modes de fonctionnement qui sont, me semble-t-il, de notre temps et de notre âge, contre lesquels il faut se battre. Ouais, vous n'êtes pas fan de Monsanto, vous? Non, pas spécialement. Non. Donc la partie jardin, donc on parle d'installation en zone urbaine, oui. Donc en plein centre-ville. Oui, en plein centre-ville. Alors en centre-ville, en zone périurbaine, mais dans la région. Alors idéalement, ce serait dans la région pointoise ou à Amiens. J'ai déjà fait une proposition. Hein. Oui, on va chercher les contacts. On peut demander à M. Durimel. Hein. Ouais. Non, on va demander à M. Durimel. On rase le centre des arts et tout ça et on fait un beau jardin à la place. Non, ça changerait le cœur de Pointe-à-Pitre. Je pense que ça peut froisser quelques-uns, mais pourquoi pas. Bon, tant qu'à laisser un bâtiment à l'abandon, autant qu'il serve à quelque chose. Oui. Ou on peut l'aménager en jardin intérieur, je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en matière d'agriculture urbaine de par le monde. Hein. Il y a même des cultures qui se font dans les parkings. On cultive les champignons dans les parkings, on cultive en terrasse, on cultive sur les toits. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait aussi derrière des porteurs de projets, des moyens pour pouvoir les financer. Parce que déjà en agriculture traditionnelle, il est nécessaire d'avoir des fonds. Un agriculteur ne peut pas du jour au lendemain s'installer et pouvoir dire qu'il vit de son exploitation. Donc ça nécessite effectivement un accompagnement, une vraie volonté politique et puis des financeurs aussi. Et donc il s'agit d'installer en milieu urbain un jardin. L'idée c'est de pouvoir régénérer aussi des espaces qui ont été artificialisés, qui ont été occupés anciennement par des bâtiments. Et c'est un moyen, je dirais, c'est un challenge. C'est un challenge pour voir qu'il est possible de cultiver, de rendre fertile une terre qui ne l'était pas au préalable. Voilà. Donc ça fait aussi appel à un volet recherche. Et pour cela, on s'entoure au sein du projet d'un certain nombre de partenaires qui ont l'expertise dans la matière. On parle toujours du développement par le foncier, donc planter directement en terre, mais on a vu qu'il y a beaucoup d'autres méthodes finalement pour être très prolifique en termes agricoles et sans pour autant utiliser des pesticides. Je parle par exemple des conteneurs d'agriculture. Est-ce que vous pensez qu'un jour on ne devrait pas tendre vers ce genre de solution, poser 4-5 conteneurs en plein centre-ville, mais des conteneurs pleins de salades, de tomates qui poussent toute l'année? Conteneurs panneaux solaires, évidemment, pour la thermorégulation. Alors, je vais reprendre les termes de partenaires que j'ai rencontrés ce matin, qui disaient simplement qu'il faut jardiner la Guadeloupe. C'est-à-dire que tous les espaces disponibles devront être utilisés. Donc revenir à la terre déjà, oui, vraiment. Revenir à la terre, me semble-t-il. Pour plusieurs raisons. Pour une question de sécurité alimentaire, je pense que c'est critique, c'est grave, c'est dangereux de dépendre de l'extérieur pour se nourrir. Ça a un impact considérable en termes de production de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est conscient que le climat
change, et change vite, plus vite que ce qu'on aurait pensé. Clairement. Et donc il faut agir. Comme on dit, c'est grain d'iri avec sac d'iri. Donc aussi petit qu'il soit, un espace peut être exploité et être rendu fertile. Et on a d'autres exemples de par le monde qui le prouvent. Ah, on a un exemple ici en local, je ne sais pas si vous connaissez KBM. Oui. Monsieur Robert Laverdure. Oui. Alors lui, c'est son credo, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, que dès qu'on a un petit open terre, on doit planter. Alors il y a énormément d'initiatives qui se font effectivement, et ça il faut les saluer. Le projet de Molokoï, c'est un projet de production alimentaire professionnelle, mais il y a aussi dans l'agriculture urbaine. C'est ça qui diffère par contre. Oui. C'est que vous, c'est vraiment à but professionnel. C'est pas juste planter pour X ou Y. C'est à but professionnel et à but pédagogique. D'accord. C'est vrai que dans l'agriculture urbaine, il y a plusieurs thématiques, elle est multifonctionnelle, parce qu'on trouve différents types de lieux, différents types de techniques de culture, différents types d'objectifs également. Et on trouve notamment ce qu'on appelle des jardins partagés ou des cultures en terrasse organisées par des habitants d'une cité. Et donc, oui, il est possible, il y a d'autres formes permettant d'installer l'agriculture en ville, pas uniquement de manière professionnelle, mais aussi en association avec les habitants du quartier. D'accord. Donc ça, ce serait on va dire que par exemple KBM le fait pour le particulier, puisque eux, ils n'ont pas de vocation justement à créer une économie autour de cela, enfin de manière immédiate, mais ce serait que tous les projets puissent interagir, se greffer les uns aux autres, mais qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une émulation, en tout cas autour de ce projet d'agriculture durable et en schéma urbain. Oui, alors il y a d'autres initiatives, je pense aussi à l'association Aquaponie Antilles, qui a d'ailleurs été... mais l'aquaponie, qui a été lauréate pas beaucoup. D'un appel à projet récemment. Donc Aquaponie Antilles, vous m'avez dit ? Oui, Aquaponie Antilles. D'accord. Et qui a été lauréate d'un récent appel à projet et qui entend installer l'aquaponie en ville. Et ça aussi, c'est une forme d'agriculture urbaine. Et durable. Parce que on utilise un circuit, c'est les poissons finalement qui alimentent. Voilà, tout à fait. C'est un circuit fermé. Voilà, c'est un circuit fermé, sans produits, sans pesticides, sans rien. Voilà, c'est un principe d'économie circulaire. Et ça aussi, c'est une des valeurs mises en avant par certains projets d'agriculture urbaine, en tout cas le nôtre, c'est de pouvoir mettre en place un cercle vertueux où la terre s'auto-fertilise. Voilà. Au lieu de justement la pomper indéfiniment. Au lieu de prélever et sans rendre à la terre ce que nous prenons. Revenir vraiment à des circuits vertueux, la nature quoi. Tout à fait. Arriver à répliquer la nature, il n'y a pas mieux. S'inspirer, voilà. On appelle ça aussi la bio-inspiration, s'inspirer de modes de fonctionnement de la nature pour pouvoir les reproduire et faire en sorte que notre impact soit le moins nocif possible, au contraire, qu'on arrive à régénérer des espaces. Alors, il y a une problématique qui se pose aussi, c'est qu'on fait partie de l'Union européenne, c'est particulièrement réglementé dans l'Union européenne, surtout en termes agricoles par exemple. On sait que même pour planter du bio, il y a beaucoup de règles, il y a des cahiers des charges à respecter. Là, on est en train de travailler sur notre concept de jardin créole. Est-ce qu'il va échapper aux normes ou on va continuer à vous demander l'utilisation d'un petit taux de pesticides pour garantir de je ne sais pas quoi, on ne sait jamais? Alors, notre vocation n'est pas d'obtenir, de chercher un label bio. Nous, on souhaite s'inspirer de l'agroécologie et de cultiver selon des techniques comme la permaculture, en utilisant des associations de plantes, en utilisant des insectes pollinisateurs, mais aussi des insectes qui détruisent les ravageurs. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse respecter au mieux les écosystèmes en utilisant ce qu'on appelle les services écosystémiques pour pouvoir fertiliser, planter, récolter sans utiliser de pesticides et d'engrais chimiques. On a déjà des petits modèles comme ça, mais moi je parlais justement est-ce qu'on pourra les préserver ? Est-ce qu'on pourra préserver ce genre de modèle
Est-ce qu'on n'a pas un risque que l'Europe vienne fourrer son nez là-dedans et dire ah non, jardin local, mais il y a des critères pour faire un jardin local. Est-ce qu'on est préservé de ça? Alors, aujourd'hui, il y a une dynamique, en tout cas au niveau national, dans le cadre du plan de relance, mis en place par le gouvernement, même avant ça, qui accompagne les projets d'agriculture urbaine. Dans les pays en voie de développement, c'est un vrai problème de sécurité alimentaire. Dans les pays développés, les jardins aujourd'hui ont plus une vocation productive, mais pas. L'objectif, c'est pas de nourrir toute la population, mais aussi une vocation pédagogique. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a plutôt une dynamique qui encourage la mise en place de jardins urbains, plutôt que des dynamiques qui freinent leur évolution. Alors, vous participez justement à un concours. C'était assez serré, vous m'avez dit que vous étiez plusieurs centaines et vous allez vous retrouver à peine à une quinzaine sur le final. Vous êtes bien placé? Alors, il y a eu 5000 candidats, 5000 candidats à l'ouverture de ce concours qui a été lancé au mois de novembre. Sur les 5000 candidats, il y a une présélection afin de retenir 150 projets par région. Alors, l'organisateur de ce concours s'appelle Aviva, c'est un assureur européen, qui est bien présent en Europe, qui est moins connu ici parce qu'ils ne sont pas présents. Et donc cet assureur, chaque année, lance un appel à projet pour récompenser les meilleures idées entrepreneuriales, à la fois utiles et innovantes. Et donc cet assureur a lancé cette 5e édition et sur les 750 projets retenus, donc Molokoï a été présélectionné et se retrouve donc dans cette deuxième phase où il est possible pour le public de voter. Sachant que chaque votant a droit à 10 voix. Donc quand vous allez sur le site et vous inscrivez, vous avez la possibilité de placer vos 10 voix et autant que possible placez-les pour Molokoï. Bon, en même temps, on n'a qu'un seul projet guadeloupéen en ligne, je crois. donc, autant être chauvin. Voilà, jouons la préférence nationale. N'est-ce pas? Voilà, pour notre pays Guadeloupe, votez Molokoï. Comme on dit, Molokoï en bon ballon. Et donc, vous avez la possibilité de voter. Et aujourd'hui, Molokoï totalise un peu plus de 3000 voix. Alors, on n'est pas les mieux placés. Le maximum, ils sont à combien? Alors, pour avoir le maximum de points, il faut avoir 10 000 points. Il faut avoir 10 000 votes qui donc, il vous en manque 7 000 à peu près. Voilà, 7 000 votes. pour pouvoir avoir le maximum de points, c'est-à-dire 10 points. Ok, on a jusqu'à quand? On a jusqu'au 9 février pour pouvoir voter. Ok. Et 9 février, voilà. Donc, il reste une dizaine de jours, un peu plus d'une dizaine de jours. L'idée, c'est d'avoir les 10 000 points, sachant que le vote du public représente 40% de la note finale. Le solde, c'est-à-dire 60%, est attribué lors d'un vote, pas lors d'un vote, mais lors d'un passage devant un jury. D'accord. Voilà. Et donc, si on est mieux positionné, c'est déjà un avantage que nous pourrions avoir. Pour accéder justement au passage devant le jury. Voilà. Très bien, très bien. Et donc, on n'est pas bien positionné, mais comme vous savez, Molokoï est une tortue. La tortue, elle prend un démarrage un peu à son rythme, mais l'idée... Première sur la ligne d'arrivée. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous présenter justement le projet Molokoï qui est en compétition justement dans ce concours de la fabrique Aviva sur des projets innovants. Ils ont choisi donc de développer l'agriculture durable et en milieu urbain. Une bonne idée, franchement, on aime ce genre de concept puisqu'on doit se nourrir. Il faudra bien qu'on se nourrisse un jour et on encourage votre démarche. On vous soutient. Merci. Et n'hésitez pas justement à vous rendre sur la fabrique Aviva. Oui, c'est bien ça. Alors, sur la fabrique Aviva. Juste pour préciser, alors c'est vrai que le processus de vote n'est pas tout à fait simple. Alors je l'explique en quelques mots. Il faut d'abord s'inscrire sur le site de la fabrique Aviva. Donc, quand vous y allez pour la première fois, vous allez sur l'encart première visite, vous vous inscrivez en indiquant votre adresse mail.
Vous pouvez à ce moment remplir un formulaire. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous recevez un mail vous permettant de créer un mot de passe. Et une fois que vous avez créé votre mot de passe en respectant le modèle, c'est-à-dire 10 caractères avec une majuscule. Le nouveau mot de passe, un caractère spécial, voilà, un caractère spécial et un chiffre, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller voter. Ils n'ont pas simplifié le truc, hein? Non, ils n'ont pas simplifié le truc. Ils nous ont rendu la tâche difficile, mais bon, on va y arriver parce que, comme on dit, le pays est petit, mais son corps est grand. Donc voilà, on trouvera la ressource pour pouvoir porter Molokoï au sommet du podium. Merci beaucoup David Julius d'être venu sur ce plateau et on souhaite bon vent au projet Molokoï. On a donc jusqu'au 9 février pour pouvoir voter pour ce projet qui participe au concours de la fabrique Aviva. Ils pourront développer ainsi de l'agriculture durable en plein Pointe-à-Pitre par exemple, en plein les Abîmes, pourquoi pas, ou en plein Bémao, mais on parle du centre-ville, hein. Ça pourrait être magnifique franchement. Voilà, chers téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui et on se quitte justement avec la présentation de ce projet Molokoï. Une bonne soirée à vous, on se retrouve demain. La Guadeloupe est située au cœur de l'arc antillais. Elle abrite une importante biodiversité au sein de ses divers écosystèmes terrestres et maritimes. Elle est classée parmi les zones présentant le taux de biodiversité le plus élevé au monde. Cette extraordinaire richesse est menacée par l'effondrement annoncé de la biodiversité au niveau mondial. L'agriculture industrielle a systématisé le recours aux intrants chimiques et à la mécanisation. Ces pratiques ont conduit à l'érosion et à l'appauvrissement des sols, au rejet massif de gaz à effet de serre et à une perte importante de biodiversité. Par ailleurs, les modèles scientifiques montrent que les impacts du changement climatique sur la biodiversité atteindront une ampleur inédite dans les décennies à venir. Autre enjeu de taille, celui du système agroalimentaire. La Guadeloupe importe de manière massive les produits de sa consommation courante. Parallèlement, la moitié de la population est en surpoids, un quart en obésité. Il existe une forte prévalence du diabète, de l'hypercholestérolémie et de l'hypertension artérielle. 95% de la population antillaise sont par ailleurs affectés par la pollution à la chlordécone, résultant de l'usage de ce pesticide dans des conditions qui mettent durablement en danger la santé des populations. Pour répondre à ces enjeux, Molokoï porte un projet d'agriculture urbaine. Il s'agit d'un jardin productif alimentaire utilisant des techniques agroécologiques. Nous y cultiverons uniquement des variétés locales et reproductibles, des productions vivrières et de saison. Un café-restaurant végétarien valorisera les produits du jardin et surtout ceux d'une agriculture paysanne. Un restaurant 100% local, n'utilisant que des produits cultivés en Guadeloupe, mettant en valeur la diversité et la richesse de nos plantes comestibles. Et enfin, un tiers-lieu, un lieu d'échange et de partage autour de la protection de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité et de l'engagement citoyen. Un îlot de diversité culturelle ouvert aux animations et événements artistiques pour vivre les rapports humains et la nature autrement. Alors, à bientôt pour la visite du jardin.